Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Panaméricaine, le podcast des jeunes chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les Amériques. Un long trajet tel que celui de la Panaméricaine nécessite forcément quelques moments de repos. Comme une aire d'autoroute, cette nouvelle catégorie d'épisodes vous invite à des pauses lecture. Ainsi, pour vous accompagner au cours de cette coupure estivale et au cas où vous n'auriez pas assez chaud, nous vous proposons de vous jeter dans le brasier des révolutions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Clément Thibault et Eugenia Pagliaracchi pour échanger avec eux autour de la publication de leur livre « L'Amérique latine embrasée, 2 siècles de révolution et de contre-révolution » paru chez Armand Collin. Clément Thibault est directeur d'études à l'EHESS et directeur du laboratoire Mondes Américains. Il est spécialiste des guerres d'indépendance en Colombie et au Venezuela au début du XIXe siècle. Eugenia Pagliaracchi est maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est spécialiste de la révolution chilienne pendant les années 1960. Donc pour commencer, et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a poussé à embrasser une carrière d'historien et d'historienne de l'Amérique latine ? Et en tant que spécialiste du phénomène révolutionnaire, quelles sont vos inspirations intellectuelles principales ? Alors, de mon côté, en fait, il y a peut-être deux conjonctures. Une conjoncture un peu vaste qui est que j'ai commencé mes études universitaires en 88, et donc en 89, il y a eu la chute du mur de Berlin. Et ça a été un grand bouleversement, justement, sur la remise en question de l'idée révolutionnaire, du marxisme historique, tel qu'il s'était incarné dans l'expérience soviétique. Et donc ça a évidemment été une sorte de creuset intellectuel de réflexion sur cette remise en question, d'autant plus qu'à cette époque aussi, il y avait des courants historiographiques extrêmement intéressants autour de la construction du nationalisme, avec Benedict Anderson, les bouquins d'Hobsbawm, etc. Et puis toute une réflexion sur le fait que finalement il fallait mieux comprendre ce qui s'était passé dans l'expérience soviétique au XXe siècle, et pour cela, c'était intéressant de revenir aux premières grandes révolutions de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Donc ça, pour moi, ça a été le moment un peu épocal, comme dit Heidegger, c'est-à-dire ce qui était le creuset, quand on vient plutôt de la gauche, etc., et voir tout ce qui se passe et tout ce qui est remis en question. Et puis le deuxième point, c'était un choix de ma part de ne pas travailler ni sur la France ni sur l'Europe, pour des raisons que j'ai du mal à expliquer, mais j'avais envie de travailler sur des sociétés non européennes, et j'ai eu l'occasion, en croisant le chemin de François-Xavier Guérat, qui était professeur d'histoire à Paris 1, qui a beaucoup marqué ma trajectoire, de partir en Bolivie. Alors pour faire ma maîtrise, pour des bonnes et des mauvaises raisons, c'est une mauvaise raison, c'est que j'adorais la montagne, je baragouinais l'espagnol à l'époque, je parlais assez mal, mais bon, et donc c'était un pays sur lequel j'ai fait ma maîtrise, et ensuite j'ai continué en thèse, un sujet de thèse sur l'indépendance colombienne qu'on m'a proposé. Pour ma part, je suis grecque de nationalité. J'ai grandi dans une famille de gauche qui était militante dans le Parti communiste, qui avait vécu la guerre civile et puis la dictature. C'était des personnes qui avaient été marquées par l'histoire et qui parlaient beaucoup du passé et de l'histoire grecque. Et pour moi aussi, 89 a été un vrai choc. Qui était vécu comme une célébration en Grèce et dans l'Europe, disons, occidentale capitaliste, mais qui, pour ma famille, était une véritable tragédie, un moment de perte des repères. Donc je crois que mon intérêt pour les révolutions est né de cette disparition de la révolution comme horizon d'attente et d'un effort d'expliquer justement ce phénomène qui a concerné la Grèce et évidemment le monde entier. Après, sur l'Amérique latine, je suis arrivée en faisant un voyage à Cuba, pour des raisons non pas scientifiques, mais personnelles et militantes. Et c'était mon premier contact avec l'Amérique latine, qui m'a profondément marquée.
Et c'était la découverte d'une société qui vivait encore sur un régime socialiste et où j'ai pu constater à la fois des aspects très intéressants et des aspects très problématiques. Et petit à petit, je suis arrivée au Chili, à l'histoire politique chilienne, qui m'a permis à la fois de travailler sur un pays qui avait une histoire politique très proche de la Grèce, par l'importance des différentes gauches, et en même temps avec lequel j'avais une distance beaucoup plus grande que par rapport à mon propre pays, une distance qui me permettait aussi de parvenir à des analyses critiques. Donc dans ma formation en tant qu'historienne, pour moi aussi François-Xavier Guéra était vraiment une référence et c'est avec lui que j'ai suivi le premier cours sur l'histoire de l'Amérique latine. Ensuite, j'ai aussi été formée par Annick Lampérière, qui a été aussi fondamentale dans ma formation d'historienne. L'une des lectures qui m'a marquée pendant la thèse, ou les lectures plutôt, c'était celle des livres d'Enzo Traverso, qui pour l'histoire des gauches et de la Révolution au XXe siècle est pour moi une référence. Et ensuite, je dirais que ce qui m'a marqué intellectuellement a été surtout la collaboration, l'échange et le dialogue avec des doctorantes et doctorants de ma génération, donc juste pour citer quelques noms, Gabriel Entin, Marianne González Alemán, Maud Chirio, Andrea Otero, Jérémy Rubenstein, donc c'était des vrais... Je me sens formée aussi à travers les échanges et le dialogue avec des personnes de ma génération, et après la fin de la thèse, Ludivine Bantigny et Marcelo Casals pour l'histoire du Chili ont été des personnes qui m'ont marquée par les échanges qu'on a eus et la lecture de leurs travaux aussi. Alors justement, en parlant de collaboration intellectuelle, est-ce que vous pourriez revenir sur justement comment s'est déroulée cette expérience d'écriture à deux ? D'où est venue cette idée ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Mais surtout, en quoi l'exercice de la comparaison du phénomène révolutionnaire donc, entre le 19e et le 20e siècle est heuristique justement pour comprendre l'histoire de l'Amérique latine ? La collaboration a commencé par la proposition que Clément m'a faite qu'on coécrive ce livre sur l'histoire contemporaine de l'Amérique latine au 19e et 20e siècle. Et Clément s'est évidemment occupé du 19e et moi du 20e siècle. Nous avons coécrit l'introduction et la conclusion. Et à cette proposition, je ne pouvais que dire oui, un oui très enthousiaste, parce que j'ai une grande admiration pour le travail de Clément, et puis une appréciation aussi personnelle et humaine. Et voilà, c'était une collaboration extrêmement fructueuse. Admiration partagée. Donc la rencontre s'est faite, c'était très bien. En fait, il s'agit d'un livre de commande des éditions Armand Collin qui m'ont proposé en fait d'écrire un livre sur les révolutions d'Amérique latine. Parce que quand on est un éditeur parisien, on va dire, quand on pense à l'Amérique latine, on pense à deux choses, le monde amérindien, la conquête, et puis la question révolutionnaire. Je pense que c'est les deux grands concepts qui, d'une certaine façon, sont attachés à l'ère culturelle latino-américaine. Et évidemment, j'ai accepté parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de synthèse sur cette question. Il y a l'ouvrage de Pierre Vessière qui est déjà assez ancien. Les ouvrages qui ont été publiés depuis ne reflétaient pas toute la richesse en fait de la révolution historiographique qu'il y a eu au cours de ces 30 dernières années autour de cette question des révolutions, aussi bien sur le 19e siècle que sur le 20e siècle. Sur le 19e siècle, notamment sur la question des indépendances, il y a cette vision impériale en fait, d'inclure les indépendances hispano-américaines et ibéro-américaines en général à l'échelle impériale en incluant le Portugal et l'Espagne, et ça a beaucoup changé le regard et la vision et la compréhension. Et sur le 20e, il y a la prise en compte du transnational qui a quand même beaucoup bouleversé les choses. Et l'un des autres buts pour lesquels je pense qu'avec Eugénia on se bat depuis longtemps et avec d'autres collègues de notre groupe, c'est l'idée de désexotiser le regard sur l'Amérique latine
qui depuis le 19e siècle, avec les voyageurs, les publicistes, apparaît comme un endroit finalement intéressant mais pas très sérieux, en fait, où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de révolutions, beaucoup d'instabilité. Il se passe beaucoup de choses, on n'y comprend pas grand-chose, mais c'est pas très sérieux. C'est pas un lieu très sérieux, c'est un lieu de militantisme, c'est un lieu d'action politique, mais finalement c'est pas forcément un lieu où une étude scientifique un peu sérieuse peut être conduite. Et c'est animé justement de la volonté de redresser avec nos moyens ce regard, cette vision qu'on s'est lancé dans cette écriture. Et puis de familiariser le public français avec l'énorme production d'historiens et d'historiennes, Clément l'a mentionné, qui ont écrit depuis 30 ans sur différents sujets d'histoire politique de l'Amérique latine, en anglais, en espagnol, des langues pas forcément accessibles, et puis des travaux aussi plus académiques, alors qu'ici il s'agit vraiment d'un ouvrage de synthèse destiné non seulement à des spécialistes, mais aussi et surtout à un grand public. Et l'une des ambitions, en fait, c'était d'essayer de placer l'Amérique latine, non pas nécessairement au centre de l'attention, autour de cette thématique des révolutions, mais en tout cas de la démarginaliser de son espace. C'était pour dire, finalement, aussi bien pour le 19e siècle, pour les révolutions atlantiques, la révolution américaine, la révolution française, et son aspect global, dire que finalement, ce qui se passe en Amérique latine, aussi bien en Amérique hispanique qu'au Brésil, c'est vraiment important. Dans l'histoire des idées républicaines, libérales et démocratiques, dès le début, que ce sont des démocraties, on va dire, entre guillemets, on pourra revenir là-dessus, de la première vague, et qu'elles font partie de plein droit de cette histoire de la modernité politique, et avec des aspects qui sont passionnants, parce qu'il y a des populations amérindiennes, métisses, afrodescendantes, noires, qui participent dès le début à ces mouvements, alors que dans le cas des empires coloniaux européens, sont très marginalisés, et donc ça c'était un point intéressant. Et peut-être pour le XXe siècle, dire que c'est pas un espace périphérique de la guerre froide, c'est un espace central. Je ne veux pas parler à la place de Génia. Tout à fait, j'ajouterais deux choses pour le XXe siècle. Il y a une récurrence du phénomène révolutionnaire, mais aussi contre-révolutionnaire qui est indéniable. Et en ce sens, l'Amérique latine est un terrain très intéressant pour penser de façon critique et non plus militante, disons, l'histoire des révolutions. Et je dois signaler que l'historiographie sur les révolutions, pas seulement latino-américaine mais globale, a été réactivée depuis le début des années 2010. Ça a été un objet un peu délaissé dans les années 90 et 2000, aussi à cause de la chute du mur, de la dissolution de l'Union soviétique. Et à partir des révolutions arabes, il y a eu un regain de l'intérêt scientifique pour la question. Et l'Amérique latine, elle constitue quand même une région qui a été marquée par le phénomène révolutionnaire et contre-révolutionnaire et qui permet d'étudier et de repenser l'histoire mondiale ou globale des révolutions. Et ce qui nous intéressait aussi beaucoup, c'était ce dialogue que nous, les latino-américanistes, nous avons avec les historiographies anglophones, francophones, hispanophones et d'autres langues évidemment, mais par exemple sur la Révolution américaine dans mon cas, et surtout sur la Révolution française. Par exemple, la question de la violence qui est mentionnée, c'est une question qui est vraiment centrale dans l'histoire de la Révolution française. Elle est beaucoup moins importante dans le cadre des révolutions d'indépendance latino-américaines. Pourquoi ? Parce qu'elle est mise de côté dans la mesure où c'est le moment de formation des nouvelles nations. Donc c'est une sorte, le prix à payer finalement pour accoucher de nouveaux pays. Mais il n'y a pas de réflexion de fond autour de cette question. Et précisément, dans le cadre d'historiographie sur la Révolution française, le débat s'est déplacé autour de la question de la guerre civile et donc de la lutte entre révolution et contre-révolution après l'ouvrage de Furet. Bon, c'est plus les apports de Jean-Clément Martin par exemple qui montrent qu'il y a vraiment une contre-révolution et donc la Révolution française c'est aussi une guerre civile et ça a été une source d'inspiration pour moi et aussi pour le bouquin, c'est-à-dire de penser ces guerres d'indépendance comme des guerres civiles où la violence résulte en fait de l'affrontement de deux camps qui sont résolument opposés.
Et il en va de même pour le XXe siècle. Je vais peut-être revenir plus tard, mais la période de la guerre froide, mais aussi les grandes révolutions, les révolutions emblématiques latino-américaines, la mexicaine et la cubaine, ont été marquées justement par ces processus d'affrontement entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Une grande partie de la violence qui a accompagné ces processus de changement radical s'explique aussi par l'existence et l'affrontement de ces deux camps. Donc c'est pour ça aussi que dans le titre de notre ouvrage, il fallait que les deux mots, révolution et contre-révolution, apparaissent, parce qu'il est difficile en fait de penser un phénomène sans l'autre. Et peut-être un dernier mot sur la façon de travailler. On semble en fait... alors, on ne devrait pas le dire, mais on s'est relativement peu consulté pendant la première phase de la rédaction. Au début, il y avait la pandémie, je crois, donc c'était compliqué, les confinements, pour se voir, pour discuter. Donc on a écrit une partie du texte, chacun de notre côté. Mais comme on vient un peu de la même école, on a une sensibilité partagée, il n'y avait pas trop de risques finalement. Et on s'est rendu compte que nos parties dialoguaient de fait très bien. Et après on s'est relus, on a modifié l'ensemble et c'était bien. En fait, c'était une belle expérience de travailler ensemble comme ça. Et la coécriture de l'introduction et de la conclusion s'est passée très, très facilement et ça a été un vrai plaisir de coécrire ces textes. Message de Simón Bolívar au Congrès constituant de la République de Colombie, 20 janvier 1830. Concitoyens, permettez-moi de vous féliciter pour la réunion du Congrès qui va, au nom de la nation, assumer les sublimes charges du législateur. Difficile et longue est la tâche de constituer une nation qui s'est arrachée à l'oppression par la guerre civile et dans l'anarchie, sans avoir été auparavant préparée à recevoir la réforme salutaire à laquelle elle aspirait. Mais les enseignements de l'histoire, les exemples du vieux et du nouveau monde, l'expérience de 20 ans de révolution vous éclaireront comme autant de phares parmi les ténèbres de l'avenir. J'espère que votre sagesse s'élèvera assez haut pour dominer les passions de quelques-uns et l'ignorance de la plupart, en consultant, autant qu'il se doit, les hommes sensés dont les vœux respectables sont une aide précieuse pour résoudre les problèmes de grande politique. Au reste, vous trouverez aussi des enseignements de poids dans la nature même de notre pays, qui englobe les terres élevées des Andes et les rives brûlantes de l'Orénoque. Examinez-le sous tous ses aspects, et vous apprendrez de l'infaillible maîtresse des hommes ce que le Congrès doit dicter pour assurer le bonheur des Colombiens. Vous apprendrez beaucoup de notre histoire et beaucoup de nos besoins, mais plus persuasifs encore seront les cris de nos souffrances inspirés par l'absence de quiétude et de surliberté. Heureux le Congrès s'il procure à la Colombie la jouissance de ces bienfaits d'excellence qui lui vaudront les plus pures bénédictions. Maintenant, si vous voulez bien, on va vous demander de choisir un exemple chacun dans vos périodes respectives. Et l'idée, ça serait peut-être de nous expliquer l'approche que vous en avez eue et comment ça permet de remettre en question certaines idées reçues que les gens peuvent avoir sur ces conflits révolutionnaires, ou contre-révolutionnaires d'ailleurs. Alors je vais peut-être commencer parce que chronologiquement je suis le plus ancien. Pour moi c'est relativement simple de choisir un exemple dans la mesure où au XIXe siècle la seule véritable grande révolution ce sont les révolutions d'indépendance du début du siècle, donc de 1808 on va dire jusqu'à 1825, avec des grandes figures comme Bolivar et San Martín qui ont libéré le sous-continent de l'Espagne, mais aussi avec un intérêt marqué pour l'indépendance du Brésil. Et dans le livre, dans ma partie, j'essaie de comparer l'indépendance du Brésil avec l'indépendance des républiques hispano-américaines. On voit qu'il y a beaucoup de similarités, en fait, même s'il y a de grandes différences aussi. Alors, du côté de ces indépendances, elle est marquée, en fait, par deux grandes phases, on va dire, deux grandes thématiques. La première grande thématique, c'est en gros expliquer ses origines, ses différentes phases, la phase politique, c'est-à-dire pourquoi ces révolutions d'indépendance
arrime le sous-continent à la grande histoire de la modernité politique, et par quoi on entend le gouvernement par la loi, la constitution, le régime électoral, le début d'une participation populaire, la souveraineté populaire en tout cas, qui émerge. Donc ça d'une part, et puis d'autre part, il y a tous les aspects militaires aussi qui sont assez importants, parce que on a commencé par la rédaction de grands textes politiques. En fait, c'est des curés et des avocats qui ont commencé ce processus indépendantiste, et puis il a été terminé par des militaires, et ça a donné une couleur assez particulière pour l'ensemble du reste du 19e siècle. Alors parmi, disons, les apports, je pense, de cette partie, dont je ne suis pas uniquement l'auteur, c'est un mouvement historiographique beaucoup plus large, il y a cette première idée, en fait, qu'il faut désarimer l'idée de révolution avec l'idée de construction nationale. Ça, je pense que ça a été un apport de l'école, notamment de Paris 1, assez important, mais qui a eu beaucoup de succès dans l'ensemble de l'Amérique latine, en montrant que les nations latino-américaines ne précèdent pas la révolution d'indépendance nationale, mais que c'est le contraire. Ce sont les révolutions d'indépendance nationale qui créent les nations, et la création de ces nations, en fait, il faut être très patient, parce que c'est vraiment à la fin du 19e siècle qu'elles prennent vraiment consistance. Et que dans ce processus, en fait, le Portugal et l'Espagne, comme nations, sont aussi créées. Donc il faut penser ces indépendances, en fait, comme une crise impériale, et un empire qui se fragmente, en fait, et dont les bouts vont créer des États, on va dire des États. Alors là, je reviens un petit peu aussi sur cette question, parce qu'il y a tout un mouvement historiographique très intéressant qui critique la notion d'État moderne, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est assez complexe, et je renvoie au bouquin, achetez-le, et puis qui vont créer aussi des nations, mais avec aussi beaucoup d'horizons d'attente différents, des modèles politiques, en fait, qui n'ont pas prospéré, mais qui auraient pu exister, comme des républiques, le fédéralisme, avec une tendance internationaliste assez forte. Et puis, parmi les points aussi sur lesquels j'ai beaucoup insisté, c'est sur la participation populaire. Pour moi, ce sont des révolutions politiques et pas sociales, ce sont des révolutions qui ne sont pas des révolutions démocratiques, parce qu'à l'époque, la démocratie, ça fait peur, le gouvernement du peuple fait peur aussi, même s'il y a un principe de souveraineté populaire. Néanmoins, il y a un engagement de toutes les populations assez fort, une participation très forte, et puis il y a une nouvelle définition de la citoyenneté qui inclut et exclut des populations, notamment métisses, amérindiennes, comme je l'ai dit, ou noires, qui dans tous les autres espaces sont complètement exclues du jeu politique. Et là, même si c'est compliqué en Amérique latine, évidemment, c'est pas les citoyennetés égalitaires, telles qu'on l'imagine, il y a une première forme d'inclusion qui naît, et qui fait une des spécificités de ces révolutions, et qui en fait aussi tout l'intérêt. Pour le XXe siècle, je voudrais insister sur la période, vous revenez plutôt sur la période de la guerre froide, qu'on a l'habitude de penser comme un affrontement entre les deux grandes puissances. L'Amérique latine serait entre scène de guerre et d'intervention états-unienne ou soviétique, selon le positionnement politique de l'auteur, et aussi une sorte de victime, l'image qu'on a des acteurs politiques latino-américains de l'époque, et celle de partis politiques ou de gouvernements qui sont incapables d'agir de façon indépendante. Donc il y a un chapitre justement consacré à cette période dans le livre qui montre toute la capacité d'action des acteurs latino-américains, des acteurs politiques latino-américains. Et aussi l'autre idée qui accompagne souvent l'histoire des révolutions est que les révolutions finissent par instaurer, ou tentent toujours d'instaurer, des gouvernements qui sont peu démocratiques ou qui pensent peu la question de la démocratie, en tout cas dans son sens politique. Et aussi la période de la guerre froide latino-américaine est particulièrement intéressante, et à vrai dire, en partie je l'ai découvert en écrivant ce chapitre, parce qu'en écrivant on découvre des choses, que l'idée de révolution de démocratie ont été dans la région
très étroitement imbriqués. Donc il y a cette première révolution du Guatemala en 1945, donc on est à la sortie de la guerre qui finit par être renversée par un coup d'État en 1954. Puis il y a la révolution bolivienne qui est une révolution extrêmement importante, avec une forte participation populaire, et c'est le cas de tous les processus révolutionnaires de la période, qui aussi pense la démocratie, qui se fait par les armes, mais qui instaure, écrit une constitution tout à fait démocratique. Puis il y a le Chili de l'unité populaire de Salvador Allende, qui arrive au pouvoir par les urnes, le premier marxiste arrive au pouvoir par les urnes à niveau mondial en 1970, renversé aussi par un coup d'État en 1973. On commémore cette année les 50 ans du coup d'État chilien. Et puis la révolution sandiniste en 1979, qui parvient aussi au pouvoir par les armes, mais qui essaie vraiment d'instaurer un gouvernement pluraliste et qui finit par être renversé en fait par une élection. Donc toutes ces expériences révolutionnaires ont vraiment essayé de mettre en place des systèmes à la fois politiques et socio-économiques démocratiques. Donc démocratiques dans le sens du respect du pluralisme politique, et démocratique dans le sens d'une plus grande égalité sociale et économique comme composante nécessaire de la démocratie politique aussi, comme condition nécessaire pour que la démocratie politique puisse exister et persister. De mon côté, pour le 19e, et je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour Eugénia, il y a cette volonté de ne pas centrer l'histoire politique de l'Amérique latine depuis 2 siècles autour des figures de l'instabilité, de la guerre civile, du conflit, pour essayer de montrer aussi qu'il y a une régularité institutionnelle, avec effectivement des coupures que sont les révolutions, mais il y a un intérêt sur le droit. Pour le droit, moi je m'intéresse beaucoup aux éléments de culture politique du temps long, comme la culture catholique, qui est extrêmement importante, et qui pose la question du pluralisme dans la société, parce que justement il y a un modèle, on va dire, assez autoritaire qui fait que c'est difficile d'imaginer pendant un bon moment au cours du 19e siècle un ordre politique pluraliste, tout simplement, et montrer, revoir un petit peu, par exemple, les concepts un peu exotiques et folkloriques, comme celui de pronunciamiento ou celui de caudillo, et montrer que derrière le caudillo ou le pronunciamiento, en fait, vous avez des formes juridiques assez strictes. Il y a une sorte de volonté de respecter les formes du droit pour le pronunciamiento, et du côté du caudillo, c'est pas uniquement une sorte de dictateur un peu barbare, arbitraire, mais que le caudillo, certes, personnalise le pouvoir, mais va associer le monde, on va dire, de la modernité politique, les clubs électoraux, les associations, avec un monde peut-être un peu plus traditionnel, rural, qui évolue peut-être plus lentement, mais c'est une sorte de compromis finalement pour faire accéder ces sociétés à des formes démocratiques au cours du siècle, puisque c'est à partir de 1850 que la question démocratique, en tout cas dans les milieux populaires, d'artisans notamment, se pose, voilà, et ne cesse de se poser jusqu'à nos jours. Tout à fait. Pour le XXe siècle, peut-être, je voudrais peut-être ajouter que des historiens et historiennes ont beaucoup eu tendance à penser ce siècle comme un siècle de confrontation entre l'État et ce qu'on appellerait aujourd'hui la société civile, alors que quand on regarde de plus près les moments révolutionnaires, et pas seulement, aussi les régimes issus de révolution, ou des gouvernements qui intègrent dans leur action et dans leur pensée la révolution comme horizon ou comme possibilité, ils s'engagent souvent dans un dialogue avec la société, avec des acteurs comme les syndicats, les partis politiques dans l'opposition, et répondent, et les politiques promues par l'État souvent répondent à des revendications sociales. Donc ce serait faux de décrire l'histoire de ce siècle. Je ne sais pas dans quelle mesure, je pense que pour le 19e siècle, c'est la même comme chose, une opposition État versus société.
disons pour le 19e, ça marche pas trop, dans la mesure où on va dire que le niveau qui se situe entre État et individu, c'est les corporations traditionnelles, l'importance de l'Église, mais aussi les partis politiques qui sont extrêmement importants, qui sont les premières figures, on va dire, nationales, sauf au Brésil, dans les pays latino-américains. C'est là, finalement, que se trouve la vraie structuration politique. Parce que souvent on dit société civile forte et État très faible, mais en fait il y a une sorte d'entre-deux qui est difficile à saisir et qui fait tout l'intérêt et la complexité en fait de l'étude du 19e siècle et qui est passionnant justement pour essayer de débrouiller ou de brouiller cette opposition trop simple entre État et société civile. Extrait du dernier discours radiodiffusé de Salvador Allende le 11 septembre 1973 à Santiago de Chile. Travailleurs de ma patrie, je tiens à vous remercier de votre loyauté de toujours, de la confiance que vous avez déposée en un homme qui ne fut que l'interprète des grands désirs de justice, qui donna sa parole de respecter la Constitution et la loi, et qui l'a tenue. Dans cet instant ultime, le dernier où je puisse m'adresser à vous, je vous demande que vous mettiez à profit cette leçon. Le capital étranger et l'impérialisme, unis à la réaction, ont créé le capital pour que les forces armées rompent leurs traditions, celles que leur enseigna le général Schneider et que réaffirma le commandant Araya, qui tombèrent victimes de la même couche sociale qui, aujourd'hui, attend bien au chaud qu'une main étrangère lui rende le pouvoir pour continuer à défendre ses profits et ses privilèges. Je m'adresse tout d'abord à la modeste femme de notre terre, à la paysanne qui a cru en nous, à l'ouvrière qui a travaillé plus, à la mère qui a compris de notre préoccupation pour les enfants. Je m'adresse aux travailleurs des professions libérales qui ont eu une conduite patriotique, à ceux qui ont agi contre la sédition encouragée par les organisations corporatives, ordre de classe qui ne cherche qu'à défendre les avantages que la société capitaliste n'accorde qu'à une poignée. Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui chantèrent et communiquèrent leur joie et leur esprit de lutte. Je m'adresse à l'homme du Chili, à l'ouvrier, aux paysans, à l'intellectuel, à tous ceux qui seront persécutés. Car dans notre pays, le fascisme s'est déjà fait connaître depuis longtemps dans les attentats terroristes, faisant sauter les ponts, coupant les voies ferrées, détruisant les oléoducs et les gazoducs, bénéficiant du silence de ceux qui avaient l'obligation d'assurer la défense. L'histoire les jugera. Pour terminer cet entretien, est-ce que vous auriez en fait quelques conseils culturels à conseiller aux auditeurs pour qu'ils puissent découvrir un peu une première entrée dans cette histoire révolutionnaire de l'Amérique latine, en commençant avec des productions audiovisuelles ou littéraires? Oui, je suis une passionnée de cinéma, donc je vais proposer 2 films, pas forcément historiques, l'un si, mais sur une période très récente. Il s'agit du film Chili 1976 de Manuela Martelly, qui est un film extraordinaire en fait, qui repense le moment des premières années de dictature au Chili, et la question de la collaboration avec la dictature de la résistance, me sont dresser une image, un récit noir et blanc en fait, en montrant justement que les lignes entre les deux sont très fines. Et aussi le dernier documentaire de Patricio Guzmán, grand réalisateur chilien emblématique, qui avait fait dans les années 70 la bataille du Chili, donc un documentaire de plusieurs heures, 6 heures je crois, sur le Chili de l'unité populaire, et qui récemment a réalisé un film sur les mobilisations chiliennes de 2019, intitulé Mon pays imaginaire. Très beau film qui réfléchit à la fois sur le temps présent et le rapport entre le temps présent et le passé récent chilien, marqué par l'expérience d'Allende, mais aussi par une dictature de 17 années. Alors de mon côté, comme je suis colombianiste, ça va être un choix ultra classique. Ce qui vient en tête, c'est le roman de Gabriel García Márquez, le récit qui s'appelle Le général dans son labyrinthe,
et le général, c'est le général Bolivar. Et c'est un récit un peu crépusculaire où Bolivar, on le voit, c'est à la fin de sa vie, il est extrêmement malade. Il a été viré du pouvoir par ses anciens compagnons de route et il descend le fleuve Magdalena, il y a un grand fleuve comme ça, pour aller mourir dans l'hacienda de Santa Marta, San Pedro Alejandrino. Et c'est un très beau roman justement sur les illusions perdues, sur faire la révolution c'est comme labourer la mer, enfin ça c'est une phrase, mais dans un style absolument éblouissant. Et j'aime beaucoup ce livre, je le trouve très beau, même s'il n'est pas fait forcément pour remonter le moral. Et puis sinon, j'aurais un deuxième conseil en fait à donner, c'est que maintenant c'est assez facile de trouver des sources en ligne. Et je trouve que les sources, moi quand j'ai commencé ma thèse sur les armées bolivariennes, j'étais fasciné par tous les récits de voyage ou les récits de l'époque, notamment des voyageurs britanniques, campagnes et croisières sur l'Orénoque par exemple, ou même de voyageurs naturalistes français qui de l'époque, ça se trouve. Et puis surtout, je trouve que, vous allez dire, je suis très bolivarien, alors que j'ai quand même beaucoup de réserves sur ce qu'il a pensé, sur ce qu'il a fait, bien évidemment. Mais je trouve que les textes de Simon Bolivar sont vraiment intéressants, notamment ses discours, mais aussi sa correspondance. Il est d'une intelligence absolument diabolique, et c'est une bonne façon de mieux comprendre cette période-là, et de mieux comprendre l'histoire du sous-continent dans la longue durée. Donc c'est ce que je conseillerais, très classiquement, les écrits de Simon Bolivar. Merci beaucoup Clément et Eugénia déjà d'avoir participé donc, à cet épisode. Merci à vous pour votre invitation et pour vos questions passionnantes. Merci beaucoup. Et j'espère que voilà, cela aura donné à nos auditeurs l'envie donc, d'acheter ce livre et puis de se plonger dans l'histoire révolutionnaire de l'Amérique.